Salut à tous, les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et le SCO d'Angers et une super victoire de l'OL de Pierre Sage, 3-0, il n'y a rien à dire. Sincèrement les amis, bon, il y a eu des moments difficiles par le passé c'est vrai, mais quand on fait un match comme ça, qui techniquement est abouti, où on prend du plaisir, il y a des beaux buts, des joueurs qui te mettent qui font des belles séquences de jeu, quel pied! Ça c'est beau, c'est ça le foot. Et franchement ça fait très plaisir, ça se voit à la caméra j'imagine. J'ai la banane parce qu'on fait un match de grande qualité, on a laissé quasiment rien à Angers. Et dans le jeu, alors à part un début de match un petit peu moyen qu'on évoquera après, mais dans le jeu, ce qu'a fait l'OL ce soir, c'est vraiment kiffant. D'ailleurs il y a un thème que j'ai appelé Joga Bonito parce que pour moi il y a plein de séquences où on a vu des trucs, des combinaisons, des remises, des triangles, appui, remise, petit espace, de toute beauté. Franchement, j'ai pris un plaisir fou, alors j'imagine que vous aussi, évidemment, parce que le foot, voilà, quand il est pratiqué comme ça, c'est forcément plaisant à voir, mais quel plaisir, quel foutu plaisir de voir un OL qui joue bien au foot, et qui propose un contenu de grande qualité quasiment du début à la fin. Vraiment une très belle répétition avant les matchs super importants contre Francfort, et le PSG d'ici une semaine. Ça fait grave plaisir. Avant de commencer les gars, n'oubliez pas, vous connaissez la musique maintenant, les pouces, les commentaires, partagez, abonnez-vous si vous aimez le contenu. Bref, je compte sur vous, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'interactions sur la chaîne. Merci par avance les amis. C'est parti pour le débrief du match en 3 thèmes, vous connaissez maintenant l'habitude. Et thème numéro 1, un Noël tout en maîtrise. Parce que oui, si on prend l'histoire du match, que j'aime bien souvent décomposer en quart temps, en tout cas en moment de 15 minutes, si on prend ces 6 moments de 15 minutes du match, je dirais que l'OL en gagne 5, et le premier, donc début du match, entre le coup d'envoi et la 15e, 20e minute, je dirais statu quo, parce qu'on fait une entame qui est moyenne, pas très emballante, une entame de match sérieuse néanmoins, mais ça manquait un petit peu d'intensité, un petit peu de rythme, un petit peu de ce truc en plus pour aller faire mal, très mal aux Angevins, parce qu'il y avait la place dès le coup d'envoi. Donc entame de match moyenne, je dirais, pas mauvaise mais moyenne, mais dans la foulée du 1-0 qui fait beaucoup de bien, sur un très bon corner tiré par Ryan Cherki, il faut le dire aussi. Et là, Tagliafico qui est au point de penalty, qui met une belle tête, piqué. Il a une faculté, une propension, l'Argentin, à être tout le temps bien placé devant les cages pour sentir, mettre un bout du pied, une tête plongeante. C'est son truc, et il a ça en lui. C'est vraiment un atout qu'il a. Et il l'avait déjà à l'Ajax d'ailleurs, hein. Quand on prend les différentes compiles de quand il était à l'Ajax, on voit clairement qu'il avait ce don pour être tout le temps dans les bons coups et marquer par saison 2, 3, 4 buts. Donc vraiment très positif. Et ce but du 1-0, pour moi, il débloque le match. C'est un petit peu le tournant du match, parce que entre le moment où on joue une entame plutôt moyenne et ce but de Tagliafico, le match change. Et dans la foulée, il y a un temps de possession, je l'ai encore en tête, vers la 28e minute, qui tue Angers. On a le ballon durant quasiment, je dirais, 2 minutes, il le touche pas, et là on gagne en sérénité de 2 crans, quoi. Et le match, je pense, change au 1-0, qui vraiment nous met bien, nous met dans le confort. On voit un Matic qui rayonne, j'en parlerai tout à l'heure. Évidemment, le grand Nemanja, celui qui joue en costard 3 pièces avec des mocassins bien cirés. La classe du grand Nemanja. Et voilà, on voit un Noël très sérieux, de belles séquences de jeu. Il y a une action. Alors déjà, il y a une action de Lacazette qui met petit pont, passe Fofana, parade du gardien angevin. Ça, c'est en début de match. Mais aux environs de la demi-heure de jeu, il y a une super action collective, franchement, qui alors, mais de toute beauté, les amis, je l'ai encore en tête. On a un trio côté gauche qui combine très bien Tagliafico, Tolisso, Fofana. Les 3 permutes, c'est très très liquide comme schéma, j'en parlerai aussi après. Mais séquence bien amenée, conclusion par Tolisso qui frappe au ras du poteau, mais quelle séquence de jeu! Mais ces séquences-là, on les a vues non pas une fois ou 2, mais peut-être 4, 5, 6 fois durant le match. Je vous le dis les amis, j'ai pris un plaisir fou à voir cet OL-là. Et il faut le dire, parce que c'est un petit peu la suite du match qui prouve ça, le contenu de l'OL, en termes de jeu, le contenu foot pur et dur, il est de plus en plus qualitatif. Moi, je vois une équipe qui domine son sujet, qui est techniquement hyper à l'aise, et surtout, il y a un mouvement qui est perpétuel, quoi, sans cesse. C'est un peu comme une danse, un ballet synchronisé. À la base, t'as un 4-3-3, mais qui est franchement qui ne correspond à rien. Il est théorique. C'est juste une feuille de match, le 4-3-3.
Mais dans le jeu, quand tu as le ballon, ce que tu en fais, c'est tellement intéressant. Je kiffe tactiquement ce que fait Pierre Sage et son staff. Je trouve que c'est riche sur le plan intellectuel, c'est pensé, il y a du mouvement, les uns bougent par rapport aux autres, et en fait, t'as personne qui est sur un poste figé, rigide. C'est pas un foot à l'ancienne, quoi. C'est vraiment le foot le plus liquide au sens où chaque poste n'est pas figé. Le latéral gauche peut être successivement numéro 6, puis relayeur, attaquant gauche, dans un schéma à 3 derrière avec Tchelta Tsar et Mata. Maitland-Niles peut être latéral droit sans ballon, mais avec ballon devenir milieu de terrain relayeur, numéro 6 pour compenser, ou attaquant droit, ou piston droit. Bref, franchement, c'est un plaisir à voir. C'est une symphonie qui de plus en plus est cohérente, bien organisée. J'ai vraiment adoré ce match. Alors, en face, oui, c'est vrai que ça n'est que Angers, il faut le rappeler, mais quand tu fais un match abouti, et il n'y en a pas eu non plus une légion depuis le début de la saison, il y a eu Nantes, il y a eu Le Havre, on peut dire aussi quasiment les Rangers, il y a eu 3-4 matchs aboutis, ça en fait un 5e, mais quand il y a un match de grande qualité, il faut le dire, et là on a vu un match un beau match de foot de l'OL, avec beaucoup de séquences super stimulantes, et je vous passe le but de Ryan qui, voilà, moi je m'incline, hein. Quand le foot est joué comme ça, c'est juste trop beau. Je revois la passe, tout commence par une passe de Matic au milieu de terrain, dans le tiers du milieu de terrain, il est côté gauche un petit peu excentré, il casse tout le bloc angevin par une passe digne des plus grands. Voilà, c'est le type de passe que seuls les top joueurs, le 5% tout en haut, sait faire. Voilà, tu lèves pas les yeux, tu sais directement qui est à ta droite, et sans calculer, tu fais une passe directe, millimétrée, qui te foudroie 3 joueurs angevins en une passe. Le décalage est créé, et après, c'est la magie de Ryan qui parle, qui rentre côté droit, qui percute dans l'axe, dans le petit espace, qui fait une différence, qui trouve Maitland-Niles, et Maitland-Niles fait un geste de grande qualité. Il faut aussi un très bon match, il faut le dire. Remise magnifique, et là après, le talent de Ryan parle, but, 2-0, c'est juste sublime. Mais voilà, c'est encore une fois une action ponctuée par un but, où j'étais sur mon canapé et j'ai fait un bond, quoi, parce que c'est ça le foot. Moi, c'est le foot que j'aime le plus. Pas un foot de possession stérile, mais un foot où à tout moment, tu peux créer sur un changement de rythme une grosse différence. Et ça, c'est pour moi la version du foot que j'aime le plus, vraiment. Et le 3-0, voilà, le 3-0, comment dire, quand à l'échelle de la Ligue 1, tu as des joueurs comme Cherki, Mikotadze, Tolisso, Lacazette, Fofana et d'autres que j'oublie, ça fait la différence. Ça fait une foutue différence. Le but de Mikotadze, c'est l'instant de grâce. Voilà, quelle action. Déjà, ça commence par une combinaison à gauche entre, je crois que c'est Fofana qui combine avec Cherki, j'ai un petit doute, faudrait vérifier au ralenti. Mais ce que fait Mikotadze, prise de balle, fixation côté gauche, accélération, poussée de balle, accélération, appui court, vivacité, je repique dans l'axe et là je t'envoie une sonde sous la barre, imparable. Waouh, je revois l'action, c'est magnifique. Et je suis tellement content pour Mikotadze parce que, je l'ai dit dans plein de débriefs, il a été critiqué, mais facilement, injustement. Moi, j'ai pas compris ces critiques des gens qui disaient « Ouais, il nous faut un numéro 9 d'une autre dimension, meilleur que lui, il fait des entrées moyennes. » C'est faux, arrêtez de mentir, les gars, arrêtez. Mikotadze a fait à l'OL pas que des bonnes entrées, c'est vrai, mais sur 10 entrées qu'il a pu faire, il y en a 7 qui sont positives, et 3 peut-être négatives ou moyennes. Mais il a fait de bonnes entrées, et quand il a joué, c'était pas déconnant. Moi, je l'ai vu à Lille, je l'ai vu à Reims. Quand il entre en cours de jeu, il fait de bonnes choses, il décroche, il joue, il remise. Il est pertinent dans le jeu. Et là, ce qu'il fait ce soir, c'est la classe. Les derniers sceptiques, les 0,1% grincheux qui vont dire à Mikotadze, ouais, je sais pas, moi je veux un grand numéro 9, plus costaud, machin. Arrêtez, stop, basta. C'est l'avenir. Et je suis tellement content que le club ait fait un effort cet été sur lui, parce que pour moi, c'était le profil parfait pour remplacer Lacazette. Il a tout.
dans les critères qu'on aime tant à l'OL, le joueur numéro 9 qui contribue au jeu, qui décroche, qui est bon finisseur techniquement très juste, qui peut se décaler à gauche, à droite, revenir, bref, faire ce que nos top numéro 9 ont fait par le passé, les Licha, les Karim, les Alex Lacazette, tous ces grands numéro 9 qu'on a eu, les Sonny Gol à l'époque évidemment, c'est ça, c'est dans la plus pure lignée des très bons neufs qu'on a eu, des grands neufs de classe qu'on a eu à l'OL, des joueurs qui sont techniquement d'un niveau supérieur et qui, sur une action comme ça, peuvent te faire taire un stade. C'est vraiment beau, j'ai vraiment adoré ce qu'on a fait dans ce match, du très bon Olympique Lyonnais, du très bon contenu, bravo au staff, bravo à Pierre Sage, parce que on le dit pas assez souvent, je pense, mais ce qu'ils font, le staff et lui, de cette équipe, cet effectif. Alors c'est pas une équipe de peintres, évidemment, il y a plein de très bons joueurs, ça, il y a pas de débat là-dessus, le staff le dirait aussi mieux que moi, mais collectivement, l'impression que renvoie cette OL-là, je vais être franc les amis, je pense que je fais un petit peu une introspection depuis on va dire les 10 années récentes de l'OL, à part l'OL sous Rémi Garde, le 4-4-2 Losange avec la 4G, Gourcuff, Grenier, Gonalon, Fofana et devant Fekir, Lacazette, il y a eu très peu d'OL qui récemment m'ont provoqué beaucoup d'émotions. Mais là, ce que je vois là, à la télé et au stade, waouh, c'est vraiment kiffant, vraiment kiffant. Bravo Pierre Sage, bravo le staff, continuons parce que je suis intimement convaincu, c'est un peu la parenthèse optimisme. Si l'OL poursuit comme ça, je pense qu'on est au démarrage de peut-être une belle surprise à venir. Je sais pas, j'ai l'intuition que si on continue comme ça, à pratiquer un foot cohérent, protagoniste, où on prend du plaisir à jouer ensemble, où on crée de l'émotion foot qu'on perd trop souvent dans le foot de maintenant, je pense qu'on sera pas à l'abri d'une très belle surprise. Voilà, c'est l'instant optimisme. J'aime bien parfois l'être, parce qu'il faut l'être. Je pense que cette OL-là a le matos pour faire mal. En Ligue 1, c'est sûr, on a un profil crédible pour le podium. Et en Europa League, dans cette formule-là, j'ai envie d'y croire. Voilà, je vous le dis les gones, j'ai envie d'y croire. Alors, petite parenthèse malgré tout sur un truc que je ne fais jamais, vous me connaissez bien maintenant les amis, j'ai un point de vue clair sur le sujet. L'arbitrage, en général, j'évite d'en parler, parce que pour moi, quand tu es bon sur un terrain, c'est pas un épiphénomène d'arbitrage qui fait que ça va dérailler. Quand tu es bon, et tu dois tuer l'équipe qui est en face, avec ou sans des faits d'arbitrage. Mais alors là, Monsieur Boulanger, comme il s'appelle, Marc Boulanger, je m'interroge. Même moi qui suis très très terre-à-terre, cartésien, quand je vois la faute de boucher, de tueur à gage que subit Mata, je m'interroge. Et même moi qui suis très très terre-à-terre, anti-complot, sincèrement, ça commence à nourrir dans ma tête quelques idées complotistes. Je ne le cache pas, quand je vois ça, quand je vois tacle par derrière, les deux pieds décollés, où on va faire une cisaille sur Mata, mais qu'est-ce qui justifie, alors déjà, qu'il n'y ait pas rouge, ça me paraît complètement dingue, mais que l'arbitre consulte la VAR, parce qu'il est appelé par la VAR, et qu'il se dise, bon, bah, au final, ouais, tac par derrière, deux pieds décollés, bon, il prend peut-être le ballon un petit peu, bon, on va retirer le jaune, hein, parce que c'est un petit peu excessif, quoi. Mais à quel moment, en fait ? À quel moment tu peux retirer le jaune quand tu vois les images ? Je suis scotché, vous me le direz en commentaire, les amis, mais pour moi, c'est une honte. C'est une putain de honte. C'est incroyable qu'un arbitre de ce niveau-là, de Ligue 1, puisse retirer un jaune qui méritait rouge. C'est une aberration. Franchement, l'arbitrage en France, il y a un malaise. Je ne le fais jamais, je ne le dis jamais, mais franchement, quand on voit ça, il y a un malaise sur l'appréhension du jeu, la compréhension du jeu et surtout l'usage de la VAR. C'est pas possible, en fait. À quel moment... Enfin, faisons un test simple. Si on interroge 100 personnes qui ont vu le match, qu'ils soient devant leur télé pour Angers ou pour l'OL, sur les 100 personnes, je suis sûr, certain... Il y en a 92, 93 qui vous diront c'est rouge. À part les plus hypocrites et de grande mauvaise foi, les plus rageux sur Terre en Ligue 1, mais tout le monde vous dira c'est rouge, 10 fois, il n'y a même pas à chicoter, c'est rouge. Bref, ça me rend dingue, parce que Mata prend un tacle de malade mental, c'est dangereux, il n'y a même pas à débattre s'il faut protéger les joueurs qui jouent au foot sur le terrain, qui veulent jouer au foot, et les boucher dehors, quoi. C'est des rouges. C'est complètement dingue de voir un fait d'arbitrage comme ça.
qui peut en plus te tuer le match. Ça peut te niquer le match, parce que imaginons que Mata sorte sur blessure, dans la foulée le match, on voit bien en plus après le rouge qui n'est pas mis, on sent qu'il y a un petit moment de flottement, on sent qu'on est, je sais pas, il y a un truc qui flotte, quoi. Ça crée de la frustration, ça crée un sentiment d'injustice, de rancœur. Voilà, l'arbitre ce soir, il aurait pu, je pense, tuer le match. Parce que c'est pas normal que l'arbitrage ait autant d'influence sur le déroulé du match. C'est pas possible. Quand c'est rouge, il faut le dire. Il y a eu des fois où peut-être qu'on a eu un coup de pouce contre Nice, pourquoi pas, on peut en parler, mais moi je ne suis pas convaincu. À Reims, il y a un péno qu'on doit avoir, c'est vrai, mais pour moi c'est pas non plus le cœur du match. Mais ce soir, c'est rouge, point barre, c'est rouge, point barre. Et je sais pas ce qu'il faut faire, parce que j'ai le sentiment qu'en France, il y a une forme de, je sais pas, de relent, de sentiment anti-OL qui se développe. J'en ai fait un tweet récemment, j'ai dit que pour moi, un OL dont les médias parlent très peu, c'est un OL qui se meurt sportivement et qui perd en prestige. Mais inversement, un OL dont on parle beaucoup dans les différents médias, RMC, l'équipe, etc., c'est un OL qui commence à faire peur. Et c'est ma théorie du moment, je pense que tout ce contexte autour de l'OL sur fond de ouais, OLFP, l'OL est aidé, machin, là. Bref, toute cette merde que déversent beaucoup de rageux en France sur le plan foot, je pense que c'est entretenu parce que l'OL, heureusement pour nous, c'est tant mieux, c'est un bon signal, l'OL fait peur à nouveau. Oui les gones, l'OL fait peur à nouveau, il faut l'avoir en tête, on redevient un candidat crédible, et d'ailleurs, sur DAZN, Djourou le dit bien en commentaire, l'OL fait peur à nouveau. L'OL a une tronche, a une gueule de candidat crédible au top 3, parce que l'OL fait un truc qui me plaît beaucoup. L'OL commence à gommer tous les petits défauts qu'on avait repérés et énumérés en débrief. Le manque de rigueur tactique, le manque de rigueur défensive, les fameux trous d'air où on manquait de rigueur, on était un petit peu attentiste, ça c'est en train de se gommer. Et je pense que la France du foot, nos rivaux, sont en train de le voir, et ça, voilà, c'est le retour de l'OL qui fait peur, et moi ça me fait vraiment plaisir. J'ai envie de vous dire que plus ils seront nombreux à être contre nous, plus fort on sera, et ça, c'est typiquement Olympique Lyonnais. Ça me rappelle, moi qui ai bientôt 35 ans, le temps passe vite, ça me rappelle les grandes heures que j'ai vécues sous le président Aulas. À l'époque, on était détestés, vomis, haïs, honnis de quasiment toute la France du foot, et franchement, ce sentiment d'être seul contre tous, seul contre ceux qui veulent vous nuire, quoi, c'est typiquement Olympique Lyonnais. Et quand l'OL est fort, quand l'OL est bon, ça revient au galop, quoi. Et là, on est en plein dedans. On sent clairement qu'il y a une tension contre l'OL. Mais moi, ça me plaît bien. C'est typiquement OL. Et je me sens plus jeune d'un coup. Je me sens l'âme d'un gamin de 15-16 ans qui revoit le président Aulas à la télé, qui rue dans les brancards et qui va défendre son OL, notre OL. Et c'est un peu ce qu'on revit en ce moment. Bref, c'est un peu la parenthèse arbitrage, contexte Ligue 1. Mais c'est pas pour me déplaire, les gones, vraiment pas du tout. Et enfin, troisième thème de la vidéo, l'homme du match. Alors, j'aurais pu dire le 11, parce que franchement, et aussi le coach, le staff, parce qu'il y a eu un bon boulot de fait, tactiquement c'est propre, c'est rodé, on joue bien au foot, on joue du bon football, ça c'est agréable. Tagliafico fait un match, tactiquement, là encore, c'est un gars tellement intelligent. Alors son but, il sait bien, mais pour moi, c'est même pas l'essentiel. Ce qu'il fait sur un terrain, une position un peu hybride, latéral gauche, numéro 6 qui compense, troisième central dans un schéma en 3-4-2-1 avec ballon, c'est un gars qui est tellement intelligent. J'aurais pu dire aussi Verretou qui fait un match complet, j'aurais pu dire aussi, évidemment, Ryan qui, dans l'expression du talent, c'est une dinguerie, le gamin. Il est tellement au-dessus de la mêlée, il est trop fort. Vraiment trop fort à l'échelle de la Ligue 1. C'est jeudi, hein. Pour moi, Cherki, c'est un talent qui est... ça, il n'y a pas de secret, il est hors norme. Mais dans le football mondial, et c'est pas de l'enflammade, hein. Je suis quelqu'un de très pragmatique et mesuré. Pour moi, il n'y a pas 10 profils comme lui. Il n'y a pas 10 profils comme lui. Ce qu'il fait d'un ballon avec tranquillité, zénitude... Voilà. Et je pense que la France du foot l'admettra, ce que je vous dis là, le jour où il partira dans un top club européen et où il fera ces matchs-là. Là, tout le monde dira, ok, on admet, c'est un top, c'est un grand potentiel du foot. Mais bref, ça c'est là encore autre chose, un sujet un petit peu annexe. Mon homme du match, mon vrai homme du match, c'est ce joueur qui, pour moi, est la recrue la plus importante de l'OL depuis un bail, depuis très très longtemps. Ce joueur dont je parle
en essayant de vous le décrire sans dire son nom pour maintenir un petit peu le suspense. C'est ce joueur qui, dans le cœur du jeu, pense le jeu de l'OL, maîtrise le tempo des matchs, ce joueur qui est un homme qui voit tout avant tout le monde et qui est tellement intelligent, a tellement une science du foot, une science tactique, qu'il est le maître du temps. Il a les clés du temps et du jeu. C'est le géant Nemanja Matic. Voilà, je le dis, je le répète encore et encore, mais Nemanja, si tu m'écoutes, je t'aime d'un amour footballistique de dingue. T'imagines même pas. Dans le foot, le poste que je préfère, ce sont les numéros 6 dans son profil-là. J'étais un fan des joueurs type Andrea Pirlo, Thiago Motta, et là en l'occurrence Nemanja Matic, c'est la classe, c'est le bonheur absolu. C'est un joueur qui me fait kiffer, moi, parce qu'il est tellement intelligent, tout ce qu'il fait, c'est penser, c'est maîtriser. Alors oui, à l'heure de jouer, il y a un petit creux physique, on sent qu'il perd en influx sur le jeu, mais voilà, la science du gars, l'intelligence de Nemanja. Enfin bref, voilà quoi, Nemanja Matic, c'est la classe, c'est le costume 3 pièces, les mocassins bien cirés, l'élégance, on a beaucoup de chance, et je le dis, je le répète, mais le seul drame pour l'OL, c'est qu'on l'a eu non pas à 30-31 ans, mais à 35 ans. C'est dommage, mais comme le bon vin, il vieillit bien, et on voit un joueur qui est tellement au-dessus de la mêlée, voilà. Bravo Nemanja, je t'aime très fort, vraiment. Bref, sur ce, les gars, on se retrouve très vite pour le prochain match, c'est contre Francfort, un match très très important, contre le second de Bundesliga, c'est pour moi un match test sur ce que vaut vraiment l'OL. On en reparlera ensemble sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse tous, évidemment. Bon week-end, bon dimanche. Et surtout, allez l'OL toujours, évidemment. Ciao, ciao!